monsieur, bonjour. C'est tout un plaisir de vous retrouver. Alors pour ceux qui m'auront pas reconnu avec cette barbe due au confinement par ce malheureux Covid, oui, je suis bien professeur chef Ibn Qassem, professeur de la faculté de médecine d'Oran et de chef de président de pôle mère-enfant à l'EHU d'Oran. Je voudrais remercier d'abord madame la présidente de la SAPO, parce qu'elle a eu des idées extraordinaires, donc elle ne s'arrête pas de sensibiliser les gens contre le tabagisme, ce qu'on comprend parfaitement bien. Mais en même temps, cette fois-ci, elle a compliqué un peu les choses, parce qu'elle veut qu'on le fasse même dans une situation aussi rocambolesque qu'elle puisse être, puisqu'elle nous demande de le faire par enregistrement. Et donc, on va le faire par enregistrement. Je ne manquerai pas non plus de remercier mon fils qui a été avec moi pour essayer de trouver pendant des jours et des jours. On est en train de chercher la meilleure méthode pour qu'on puisse vous présenter cette communication. Et donc j'ai choisi pour une première communication de vous parler du tabagisme. Alors qu'est-ce que c'est que le tabagisme? Excusez, petite complication. Ça passe pas. Ok. Donc le tabagisme parce que il est responsable de très graves conséquences. Donc nous avons un fumeur sur deux qui fume, dû aux conséquences du tabagisme. On sait que 7 millions de décès chaque année sont enregistrés selon l'OMS et que bah, les années 2030, on arriver à 2030 par an avec pratiquement ce qui est plus grave encore, 70% de ces décès qui vont se passer dans les pays en voie de développement. C'est-à-dire il fera plus de morts que le Covid, dont les gens ont très peur d'ailleurs. Alors cette première cause de mortalité, elle est justement évitable, ce qui montrerait tout l'intérêt de faire ces sensibilisations. Et en Algérie, malheureusement, donc là aussi, elle n'échappe pas à ces histoires et on enregistre 1500 décès par an, et ce déjà un petit exemple de l'année 1997, et en même temps pour me rappeler, avec la petite image que je vous ai faite là-bas, c'est les petites plaines du côté de l'Est dans lesquelles on avait introduit la plantation du tabac quelques 25 années, donc un quart de siècle après notre colonisation. D'abord c'est le cancer j'allais dire bronchopulmonaire qui est le plus important, puisqu'on va retrouver quelque chose comme une incidence de 25 cas pour 100 000. Et puis 20% des cancers sont dus au tabac, 30% des cancers arrivent à moins de 50 ans, et ça vous montre un peu l'importance de cette maladie qui est terrible, puisque c'est la maladie des jeunes. Et puis ensuite, on voit que ce sont les hommes qui disparaissent, puisque on compte dans le sexe ratio 9 pommes pour une femme, même si c'est une sous-estimation, les femmes restent un peu moins fumeurs, on va dire, que les hommes. Alors c'est vrai que le tabac a une histoire très fascinante. Alors d'abord au départ, c'était une plante médicinale, donc qui était réservée jadis aux hautes cours, donc ça se passait chez les reines, les rois, etc. Mais très rapidement, on a compris, et les médecins sont toujours les premiers à trouver les malheureux, les dégâts et les dangers sanitaires que ça puisse faire. Et puis ensuite, c'est venu. Et tout ce que les médecins pouvaient dire, ça avait été étouffé parce que, du point de vue économique, le tabac représentait une arrivée, une sortie qui était pas mal. Et donc, il y avait certains partisans qui voulaient un peu couvrir la plantation du tabac. Il y avait une autre face cachée du tabac, c'est qu'il s'agit d'une arme qui contribue à la destruction des pays, et en particulier des pays sous-développés. Et c'est vrai que toutes les études ont montré que ça empêche toute possibilité de développement, et c'est un peu ce qui nous arrive actuellement, puisque toutes les manufactures de tabac dans les pays avancés, on va dire entre guillemets, pour ne pas dire occidentaux, se sont enfermés leurs portes et sont venus, j'allais dire, installer leur toxicité dans les pays les plus pauvres, parce que ces gens-là cherchaient quelques sous, quitte à se faire intoxiquer par ce tabac qui a subi une transformation mortelle, qui était partie d'une plante médicinale absolument
bonne, entre guillemets, donc, puisque ça traitait la migraine, jusqu'à un poison mortel, et comme je le fais vous figurer sur les deux petites images qui sont parlantes. Alors du point de vue anthroposociologique, bien sûr, le fait du fumer était ancien. C'est en fait le tabac, la toxicité du tabac qui n'était pas bonne. Puisque dans l'Antiquité, on a retrouvé dans certains papiers que les Grecs et les Romains fumaient déjà des feuilles roulées de poirier, d'eucalyptus et d'autres plantes. Mais en Égypte, on avait déjà trouvé des feuilles de tabac dans les momies de Ramsès II. Et donc là, ça pose un problème parce que très probablement, que quelqu'un avait ramené le tabac qui n'existe pas en Égypte. Il a été ramené en Égypte après que Christophe Colomb débarque dans l'île de Cuba. Et donc ces feuilles ont été ramenées. Ou alors, probablement que quelqu'un était parti donc avant Christophe Colomb. Et donc c'était ça l'objectif un peu d'une petite recherche que j'étais en train de faire. Et puis j'ai vite été un peu rassasié. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'en Amérique, c'est là où le tabac existait, puisque l'habitude de fumer remontait à plus de 3000 ans. Mais pour les indigènes, le tabac, comme vous le montre la petite photo, avait plutôt valeur médicinale et un peu religieuse. Mais en fait, c'est le 28 novembre, selon les textes, que Christophe Colomb, en 1492, avait abordé l'île de Cuba. Et donc c'est là où il avait trouvé que les habitants inhalaient une fumée produite par la combustion de feuilles qui étaient inconnues dans les feuilles de tabac. En fait, c'est totalement faux parce que Samira Benturki Saidi, qui est une historienne et cinéaste, elle avait montré dans ce livre que je vous présente ici, qui s'intitule L'identité arabo-musulmane dans les peuples et tribus indiennes d'Amérique, elle avait montré que les navigateurs arabes et africains, avant et après donc l'avènement de l'islam, possédait des connaissances supérieures dans le domaine de la maritime. Et donc elle évoque une présence arabo-musulmane en Amérique au 1er siècle déjà de l'Hégire. Et donc ces découvertes remontent à peu près très anciens. Et donc on avait retrouvé que les tribus Cherokee pratiquaient l'islam convenablement. Et de là, on pourrait peut-être comprendre les films qui se faisaient sur les Cherokees, si vous vous rappelez, le dernier Mohican, etc., qui était probablement, entre guillemets, un véritable génocide. Et donc, elle est partie chercher, et puis elle a trouvé dans History of Indian Tribes of North Africa, America, elle avait trouvé, qui était lui publié en 1872 par Thomas McKinney. D'ailleurs, elle a extrait les illustrations que je vous montre sur la droite. Elle a montré de galeries que lui-même avait pris, des 100 portraits de la galerie indienne du département de la guerre amérindienne portant elle avait vu qu'on remarque très bien qu'ils portent plutôt des turbans et des djellabas, tels que ceux qui étaient portés à l'époque par les Arabes d'Afrique du Nord. Et donc les Indiens ne se mettaient pas avec des plumes sur la tête, ni avec des petites jupes, mais étaient très bien habillés, et c'était des musulmans, selon Samira Benturki, le livre où il est affiché. Vous pouvez donc le voir, le télécharger, peut-être l'acheter. Charles Hapgood avait, lui, qui est un chercheur américain, un cartographe, nous a montré qu'effectivement, dans son livre qu'il avait fait, qu'il avait étudié, il avait vu que dans un papier qu'il avait retrouvé, dans lequel il écrivait Maps of the Ancient Sea Kings, donc les rois, les anciens rois de la mer, ou la carte des anciens rois, ou établie par les rois de la mer. Il avait trouvé qu'en 1513, donc bien avant Christophe Colomb, l'amiral et cartographe du sultan Suleiman le Magnifique en savait beaucoup plus sur les côtes d'Amérique et de l'Antarctique, quel qu'il soit, avant d'autres époques. Et puis vous voyez très bien qui c'est. Ici, la carte a été dessinée par l'amiral Piri Reis, et donc vous voyez qu'il y a des zones qui normalement maintenant sont cachées par les glaces. Et donc vous voyez que les gens connaissaient très bien cette région-là. Alors l'introduction du tabac de la région amérindienne, comment est-ce qu'elle va se faire? Eh bien c'est Amerigo Vespucci en 1454-1512, qui est un navigateur né à Florence, qui va découvrir au large de Venezuela que les Indiens chiquaient cette fois-ci, et n'ont pas fumé un mélange de tabac et de chaux.
c'est Cabral qui trouve du tabac au Brésil, il va d'ailleurs l'appeler le péton. Donc vous voyez que dans les deux régions ça existait. Et en 1518, le tabac est déjà planté au Portugal grâce aux premiers plants qui ont été rapportés par Fernando Hernandez de Toledo, qui lui était le médecin du roi Philippe II. Alors, plante médicinale, oui, bien sûr, parce que en 1560, Jean-Nicot de Villemain, qui était ambassadeur de France à Lisbonne, va envoyer des feuilles de tabac râpées à Catherine de Médicis, qui souffrait de migraine. Et donc, Nicot va donner son nom à la plante, parce que les gens à l'époque parlaient de l'herbe à Nicot, puisque Nicot de Villemain était l'ambassadeur, c'est lui qui avait fait ce geste d'envoyer les tabacs. En 1570, les premières pipes européennes étaient déjà fabriquées par les Anglais. Vous voyez très bien que les pipes qui étaient fumées par les Amérindiens sont à peu près du même style, on va dire. Au XVIe siècle, le tabac est pratiquement connu dans toute l'Europe. Alors, mais c'est surtout les zones portuaires, parce que les marins fument beaucoup, mais fumaient par plaisir, alors qu'il s'agissait d'une plante médicinale qui guérissait de nombreux maux à l'époque. Alors, l'utilisation médicinale se faisait comment? Au XVIe siècle, on distille le tabac, on le prise, on le fume, on le boit en décoction, on l'introduit dans les sirops, dans les baumes et les pommades. On l'utilisait parfois sous forme de lavement, mais hélas, ça faisait beaucoup d'accidents. Vous comprenez que la muqueuse digestive est trop fragile. Le XVIe siècle, le tabac est cultivé en Belgique et la fabrication de cigares est déjà commencée en Espagne. À la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, il va y avoir une forte opposition entre les partisans et les ennemis du tabac. Et à cette époque, on fumait beaucoup plus la pipe. Donc vous avez compris, au départ, c'était une petite plante qu'on écrasait et qu'on prenait sous forme de fumée. Puis ensuite, on est passé à la chic. Puis ensuite, on est passé à la pipe. Et donc, c'est vraiment l'évolution que connaissent un peu les représentants actuels. Donc, cette évolution du produit s'est accompagnée malheureusement de méfaits également. Puisque en 1892, Jules Rochard, qui était médecin membre de l'Académie de médecine, va décrire les pathologies cardiaques et cancéreuses provoquées par le tabac. Vous avez vu, donc c'est déjà un siècle, 2 siècles avant maintenant, et 1 siècle avant qu'on commence à l'accuser vraiment dans le cancer du poumon. À la fin du 19e siècle, en Belgique, l'industrie du tabac est en pleine extension. Et puis même dans l'évolution anthroposociologique, fumer le cigare est devenu noble, solennel et rituel. Et là, on comprend parfaitement que le tabagisme va commencer à s'installer. Pourquoi? Parce que le marketing est en train de battre du feu, et donc vous avez vu que les efforts de marketing vont absolument tromper, j'allais dire, la vigilance humaine. En 1908, en France, il va y avoir la création de la FNPT, c'est-à-dire la Fédération nationale des syndicats des planteurs de tabac. Mais malgré cela, au contraire, ça a été fait pour se protéger et non pas pour arrêter la plantation. Puis ensuite, en 1930, le filtre va apparaître et donc on va voir la cigarette bout filtre. Donc il y avait un bout qui était plutôt filtre. Mais c'est en 1944 que la cigarette blonde, après donc la Deuxième Guerre mondiale, un peu vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui va faire un grand ravage, et surtout chez les femmes, parce qu'elle va être amenée par les soldats américains, et là, tout le monde a envie de faire comme les libérateurs, et tout le monde donc va se mettre à fumer. Alors la fumée inhalée est une drogue psychoaffective, et c'est cette action qui va, j'allais dire, créer ou instaurer le tabagisme. Et vous avez vu sur la petite plaque que je vous ai mis à gauche, vous comprenez parfaitement que tous les tabacs y sont, quel que soit le type. Même celui qui chic, même la cigarette, même le cigare, même la chicha, même la pipe. Tous les produits sont identiques, qu'on le prise ou qu'on le fume ou qu'on fasse une décoction, le produit est le même parce que la plante à l'intérieur, les produits sont exactement les mêmes. Vous allez voir que les produits, la concentration va changer d'un produit à un autre, mais en tout cas, la drogue est là. Alors ces effets positifs sont dus au shoot de la nicotine et donc qui sont variables selon les fumeurs.
Alors, ça va amener bien sûr un plaisir, puisque la dopamine va donc amener ce plaisir. Ça va faire une petite gestion de stress. Ça semble soutenir, chez certains, le moral. Ça a un effet antidépresseur. Une concentration intellectuelle, et pourquoi pas, c'est certains qui le disent. Elle pourrait même éventuellement contrôler l'alimentation, ça c'est vrai, parce qu'on reconnaît au produit, au tabac, une action anoxygène, donc ça coupe l'appétit, et ça c'est décrit un peu partout. Alors, qu'est-ce que c'est que le tabagisme? Donc il n'y a qu'à voir un peu ce monsieur, ce visage qui est pratiquement caché par toute cette fumée. Et donc ce monsieur, non seulement est en train d'aspirer du feu dans sa bouche, et donc avec des produits qui sont en combustion dans la cigarette, mais en plus par le nez, on va remarquer qu'il est en train d'aspirer, au lieu que ce soit de l'air pur pour pouvoir oxygéner le sang qui va circuler dans son corps, il est en train d'aspirer un tabagisme, des fumées qui sont absolument une pollution terrible pour le corps humain. Alors je vous ai mis une petite plaque sur laquelle j'ai mis nos premières petites cigarettes algériennes parce qu'après la plantation, l'Algérie a commencé aux environs du 1950-56, même un peu avant, 52-53, à installer des manufactures de tabac. Et donc au départ c'était Job, ensuite ça a été Bastos, ensuite ça a été Melia. Il n'y avait pas de filtre, c'était de grosses machins dans lesquels il y avait des gros bouts de bois. Et donc c'est en fait des gros troncs de tabac qui étaient fumés. Et donc vous avez compris un peu la toxicité que ça pouvait amener. Et donc bien sûr, vous l'avez deviné. Donc ça va donner, nous allons avoir des fumeurs actifs. Donc ce sont des fumeurs qui sont des fumeurs quotidiens. Ils peuvent être quotidiens ou occasionnels. Ces fumeurs actifs sont des fumeurs qui, eux, ont la cigarette à la bouche, ont le tabac sous les lèvres, ont la pipe entre les lèvres, etc. Alors ils peuvent être fumeurs quotidiens. Donc ça veut dire que ce sont les gens qui pourront vous répondre « Oui, je fume tous les jours ». Ils peuvent être des occasionnels, ça veut dire que ce sont des gens qui vont vous dire « Je fume à l'occasion ». En fait, il n'y a pas d'occasion, il y a toujours des fumeurs. Et puis nous avons malheureusement quelque chose de plus important encore, ce sont les gros fumeurs. Ce sont des fumeurs donc, qui déclarent fumer au moins 20 cigarettes par jour. Et vous avez compris que ici la consommation est extrêmement importante. Enfin, quels sont les toxiques de la fumée du tabac? Eh bien, le monoxyde de carbone d'abord, bien sûr, parce que c'est lui qui va être à l'origine d'une hypoxémie chronique, c'est-à-dire que l'oxygène n'est plus aussi bien oxygéné. Le transport va être diminué parce qu'il va y avoir une vasoconstriction des vaisseaux sanguins. La concentration d'oxygène va baisser dans les alvéoles. La fixation cellulaire de l'oxygène va diminuer. Le débit sanguin va diminuer. Et donc il va y avoir une atteinte cardiaque et ensuite tout le reste. Les autres irritants, le goudron, vont se charger de la carcinogenèse, ils vont être responsables de faire tout ce qui est cancer, alors que les alcaloïdes vont avoir des effets psychotropes, et c'est grâce à ces produits que le fumeur va se sentir un peu obligé de fumer. Alors c'est d'abord en chef de file la nicotine, puis ensuite tous les autres effets IMAO, c'est-à-dire les Harman, les Norharman et tous les autres produits. Et un fumeur, si vous me permettez l'expression, si vous regardez bien l'image que je vous ai mise, à mon avis, en ce qui concerne son hypoxémie chronique, eh bien, ça aboutit exactement à ça. C'est en fait un sang qui manque dans tout le corps humain. Alors, quels sont les dangers pour le fumeur persistant? Ben, il faut savoir qu'on avait déjà dit que le tabac tue un fumeur persistant sur deux. Un quart des fumeurs meurent en 35-69 ans, perdant entre 20 et 25 ans de vie. Donc ils meurent jeunes. C'est pour ça que je vous ai mis la petite image sur le cimetière, donc les tombes, et vous avez vu des gens qui fument. Les anges, eux, sont en train de fumer sur le ciel, les tombes de ces gens-là. Donc l'arrêt est positif à tout moment. Le fumeur qui arrête de fumer avant 35 ans peut éviter pratiquement tous les risques. Un fumeur qui arrête en 35-69 ans et avant d'avoir contracté une maladie sérieuse, peut encore éviter le risque de mourir de son tabagisme. Ça a été démontré, vous avez vu, vous avez en bas toutes les sources. On peut trouver aussi d'autres définitions à ce tabagisme, c'est les fumeurs passifs. Alors c'est quoi un fumeur passif? Et c'est peut-être même un peu plus grave, c'est pour ça que je voudrais un peu vous montrer à travers ces images beaucoup de situations. D'abord, il s'agit d'une inhalation involontaire
par un sujet non-fumeur de la fumée qui est dégagée dans son voisinage par un ou plusieurs sujets fumeurs. C'est ce qui arrive à nos femmes dans leur maison. Même si elles ne fument pas, la pauvre femme qui va ensuite développer un cancer du col, et on se demande pourquoi. Eh bien parce que son mari a tout le temps fumé à la maison, son frère, son père à elle, ses copains, les amis du mari, le fils, le grand, peut-être l'aîné, 2 ou 3, eh bien tous vont fumer à la maison. Mais tous vont sortir dans la rue, ils vont prendre de l'air frais, alors que la dame de maison va rester tout le temps à la maison, et donc c'est elle, la pauvre, qui en souffre le plus. Et donc j'allais dire que ça lui applique, ça s'applique bien à elle. Donc c'est un peu la femme que vous voyez au milieu de l'image, c'est-à-dire la femme qui est en train de se cacher avec son masque à côté de son mari. Mais il peut y avoir d'autres situations qui sont beaucoup plus graves en ce qui concerne les fumeurs passifs. Donc vous avez la femme qui est en train de fumer alors qu'elle est enceinte, et donc vous avez vu que le tabac qu'elle est en train d'inhaler est en train de pénétrer directement dans la sphère utérine et donc néonatale. Puis vous avez vu sur l'image de droite que le papa est en train de fumer sa cigarette gentiment, alors que la maman a son petit dans les bras. Et donc le petit va exactement comme maman fumer ou partager la cigarette avec papa. Donc le tabagisme passif, en définition, on va trouver des produits de la fumée du tabac sont présents dans l'organisme des fumeurs passifs, les tests l'ont prouvé, et des produits dangereux sont présents dans l'air des locaux enfumés, c'est ce que disais pour la femme tout à l'heure à la maison. Les fumeurs passifs vont montrer des présences de marqueurs du tabac dans leur liquide organique, c'est-à-dire que la femme dans le liquide de ses ovaires, l'homme dans le liquide spermatique, en ce qui concerne la fertilité, dans le sang, dans la lymphe, dans tous les corps qui peut-être ensuite pourront donner des cancers ou de leucémie. Éventuellement dans l'environnement aussi. La fumée du tabac est la principale source de la pollution de l'air dans les intérieurs de l'environnement. Alors ici, j'allais dire que pour ceux qui veulent faire de la sensibilisation, grâce à cette idée des fumeurs passifs et de l'environnement, moi je trouve que ça peut avoir un impact religieux extraordinaire parce que là, on peut démontrer la responsabilité d'un fumeur en la considérant comme étant une mauvaise action. Donc si vous arrivez à expliquer à quelqu'un qui est en train de commettre une mauvaise action, c'est comme s'il tuait les gens. Effectivement. Et donc, ça veut dire que si on pouvait le sensibiliser pour se dire si tu as envie de te tuer et donc tu as envie de te suicider, c'est ton problème. Mais tu n'as aucun droit pour tuer les autres qui sont à côté de toi. Et dans la justice divine, eh ben, tu pourras peut-être être tenu comme responsable. Et laissez-le réfléchir. Alors, il peut y avoir des effets à court terme. Donc, les symptômes mineurs qui apparaissent au bout de quelques années de tabagisme régulier, c'est la fatigue prématurée, risque d'angine plus élevé parce que la sphère ORL est trop fatiguée, augmentation des rhumes, bien sûr, parce que la muqueuse l'a aussi trop sollicitée, toux, expectoration, perte d'appétit, troubles de rythme cardiaque, jaunisse des dents, vous avez vu sur l'image à quoi ça correspond, mauvaise haleine, vieillissement de la peau, et attention pour les femmes, vieillissement de la peau, c'est pas beau du tout. Rides plus profondes, irritation des yeux, surtout chez les enfants. Les dangers pour le fumeur persistant, eh bien, on peut expliquer d'abord à des gens que 80% des IDM qui sont inférieurs à 45 ans sont d'origine fumeur. Je répète, 4 infarctus cardiaques, on va dire ça plus simplement, 4 arrêts cardiaques qui surviennent chez des gens à moins de 45 ans sont des fumeurs. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un problème sur l'hypoxémie, et le deuxième problème, je vous avais dit, ça va attaquer des gens qui sont assez jeunes. Voilà pourquoi ça fait le 45 ans. Alors, quelque chose de nouveau, mais qu'on ne connaissait pas très bien, et qui un peu récemment, et là, c'est le fait de fumer devant son micro. Vous avez vu sur l'image, à côté du micro, vous avez un cendrier qui est rempli de mégots. Et donc vous avez compris qu'à travers cette image,
c'est quelqu'un qui se sent bien, il est en face d'un micro, il est à l'aise, donc ça va lui permettre de bien travailler, de gérer son stress, etc. C'est totalement faux, parce que Stephen Silverstein, il avait trouvé, donc dans une étude qui a été faite aux États-Unis, donc je vous ai mis la référence ici, vous savez, la DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire qui va être liée à l'âge, et bien ici, la perte sévère, donc qui va amener vers la cécité, est beaucoup plus précoce, donc on va la voir j'allais dire, à un âge beaucoup plus bas que la cinquantaine. Et puis on s'est mis à chercher pourquoi. Mais en fait, c'est tout simplement le fait de fumer devant le micro, parce que fumer devant l'ordinateur, la tablette, le smartphone, même le téléphone, ou autre source de lumière bleue, va augmenter l'effet de substances toxiques pour les yeux, qui est présente dans la fumée. Elle représente 35% de la lumière émise par les appareils électroniques qui sont rétroéclairés. Et donc vous avez compris que même le téléphone pour s'amuser le soir ou passer un peu de temps dans son lit, eh bien, si vous fumez la dernière cigarette, c'est toujours mauvais. Alors, je l'ai mis en rouge, cet effet, ce risque relatif, est multiplié par 3000. C'est pas une erreur, je dis bien 3000. Multiplié par 3000. 1000, 1000 et 1000. Donc si quelqu'un a un tout petit peu de risque de développer une DMLA familiale, eh ben je lui conseille, et ça c'est un nouveau argument pour vous, si vous voulez un peu sensibiliser les gens. Alors les effets du système respiratoire, je pense que vous les connaissez très bien, c'est le cancer bronchique, maladie très grave, donc la survie inférieure à 5 ans, c'est vrai que ça touche rapidement et en quelques mois, le cancer bronchique amène la personne. Et donc vous avez vu que l'incidence annuelle va augmenter. Et regardez bien, tout à l'heure on disait les fumeurs modérés, les gros fumeurs. Vous voyez sur le tableau, et bien sur la colonne gros fumeurs, vous avez vu que c'est pratiquement multiplié par 20. C'est-à-dire que, ou même 2, c'est-à-dire que c'est plus important. Plus on est gros fumeur, plus on peut contracter des pathologies. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que la pathologie qui est due à la cigarette, elle est aussi due à la quantité de tabac fumé et à la durée du tabagisme. On sait qu'actuellement qu'environ 90% des cancers bronchiques sont liés à la consommation du tabac. Alors, il peut y avoir des facteurs qui aggravent le risque. La consommation quotidienne de cigarettes, la durée de la consommation, la durée du tabagisme a plus d'importance que la quantité fumée. Alors, la façon de fumer et la forme du produit tabagique consommé, la cigarette fumée, le risque est plus élevé pour les cigarettes sans filtre. Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, car le filtre est bloqué un peu la cigarette. Ce tableau que vous voyez sur la droite de ma plaque va vous le montrer. Alors on a mis 2 colonnes, une colonne pour les hommes, une colonne pour les femmes. Et puis vous avez vu, regardez, pour ce qui est exclusivement bout filtre, alors c'est identique entre l'homme et la femme. Avec ou sans filtre, eh bien vous voyez que le risque est plus important chez la femme, et exclusivement sans filtre, et le risque bien sûr est encore plus important chez la femme. L'impact sur le sang, la santé, bon, ben c'est clair. Il n'existe pas quelque chose du corps humain qui ne souffre pas, malheureusement, de cet impact du tabagisme. Alors ça, vous le connaissez très bien, que ce soit sur le cerveau, le cœur, le système digestif. Les troubles digestifs, troubles d'estomac, la perte de poids, la perte d'appétit, etc. Les cancers de l'intestin, les cancers des reins, de la vessie, tout ça, vous le connaissez. La baisse du système immunitaire, le problème respiratoire, on en a parlé, la bouche et les dents, on en a parlé, cancer de la dent et de la langue surtout, et de la gencive pour ceux qui chiquent, le déchaussement des dents, la mauvaise haleine, ça on en a parlé, au niveau de la peau, les cheveux, le vieillissement prématuré de la peau, le jaunissement, les ongles, les cheveux qui tombent, etc. Ça vous le savez. Mais j'ai mis ce tableau pour me rappeler de vous parler de 2 choses. Alors sur ce tableau, si vous voyez en bas et à gauche, je vous parle de chez la femme. L'infertilité chez l'homme est aussi bien perturbée que chez la femme, parce que le spermogramme est totalement détraqué. On va le voir peut-être sur la deuxième communication. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici. Mais là, je vous parle surtout des difficultés chez la femme. Et vous savez que une femme qui n'a pas d'enfant, c'est un cancer social. Et donc, elle risque beaucoup en termes j'allais dire, de coutume. Et ça reste tabou encore. Et malheureusement,
il faut expliquer peut-être à son père, à sa mère si elle fume, que c'est pas bien, parce que sinon elle va engendrer une fille qui elle va payer un peu le tribut, le mauvais tribut de cette histoire. Donc c'est vrai parce que elle va ne pas avoir la possibilité de faire des enfants, mais ce qui est plus grave pour elle, et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ça, c'est que premièrement elle va faire un cancer du col. C'est son HPV qui lui est responsable du cancer du col et présent, il est agressif, il est rendu trop agressif par le tabac. Puis ensuite, à partir de 35 ans, et peut-être même un peu, elle n'a plus le droit de prendre la contraception orale ou hormonale, parce que ça ne fait pas un très bon ménage, la pilule et le tabac, parce que c'est l'arrêt cardiaque immédiat. En plus, il y a une réduction de l'espérance de vie, parce que le tabac est le premier responsable du cancer du poumon. Un cancer sulcate est lié au tabac, et un tiers des infarctus du myocarde, on l'avait dit, et toutes les autres maladies respiratoires, et puis vous voyez très bien sur le schéma qu'est-ce que peut faire un tabac sur les poumons. Alors, la BPCO, l'emphysème, les AVC, donc les accidents vasculaires, etc. Mais tout ça, quand il survient, j'allais dire, il règle un peu le problème à la personne. Mais ce qui est plus important, c'est que nous savons actuellement qu'il y a une réduction de l'espérance de vie de au moins de 7 ans, et on va le démontrer parce que cette étude va nous montrer, elle a été faite dans le Royaume-Uni, donc entre des médecins qui ont été testés. On avait pris des médecins fumeurs, des médecins non-fumeurs. Donc la courbe jaune, ce sont les médecins non-fumeurs, avec leur pourcentage de survie à partir de l'âge que vous voyez en bas. Et la courbe rouge, un peu verte avec les petits voiles rouges, mais vous voyez les points verts, ce sont les médecins fumeurs. Et donc vous voyez un écart entre 58 et 59 qui est de moins de 10 ans. Donc vous avez vu qu'on perd 10 années de vie quand on est fumeur. En fait, arrêter de fumer améliore la qualité, l'espérance de vie. Alors, je vous ai montré des âges de l'arrêt du tabac. À 30 ans, on gagne 10 années. Quand on arrête à 40 ans, on gagne 9 ans. Quand on arrête à 50 ans, on gagne 6 ans. Quand on arrête à 60 ans, on gagne 3 ans. En fait, ça veut dire quoi? On est en train de vous dire que pour gagner beaucoup dans votre vie, pour gagner dans une espérance de vie qui est bonne, pour pouvoir vivre dans de très bonnes conditions, il serait souhaitable pour vous d'arrêter le plus précocement possible, ou alors de ne jamais commencer. Et donc, merci pour ces journées de sensibilisation, parce que ça montre très bien ces choses. De ma part, parce que je suis donc gynécologue obstétricien, je vous ai mis sur une petite photo à côté, quel que soit X, et même si la femme enceinte fume, ou qu'elle risque d'être exposée au tabagisme passif, il faut absolument vous manifester, faire quelque chose de façon à ce que cette femme puisse être protégée contre le tabagisme. En fait, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le tabac, c'est comme une déception en amour. Ça peut provoquer une mort lente, on le sait très bien, et elle est douloureuse. C'est ce que disait Fred Albadi, Gaspard Martin, l'avait dit en 1965. En fait, j'ai envie de dire un peu autre chose. Parce que je vous disais, en tant que médecin, que se passerait-il si nous avions un vaccin qui empêcherait un décès sur 10 dans le monde? On a des vaccins qui empêchent la survenue de certaines maladies. Nous avons en Algérie éradiqué énormément de maladies. Plus de Valium, pratiquement plus de tétanos, et ensuite plus de poliomyélite, pratiquement plus de rougeole, j'espère, l'année prochaine, etc. Donc c'est quand même assez bon. Mais si on avait un vaccin pour éviter au moins un décès sur 10. Eh bien, ce serait très bien. Eh bien, ce vaccin, il existe. C'est le cas déjà. C'est quoi? C'est tout simplement d'arrêter de fumer ou de ne jamais fumer. Et donc, je vous invite donc à faire de la lutte anti-tabac avec nous et je vous remercie.